Focalisons-nous à présent sur les marchés d'actions européennes avec Roland Caloyan à mes côtés en plateau, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Too Fast, Too Furious, c'était le titre de la note récente que vous avez publiée chez Société Générale CIB concernant la situation des marchés d'actions en Europe. Roland, avant de se poser la question de savoir si ça va trop vite, trop fort, est-ce que ça va dans le bon sens ? On a quand même une séquence de plusieurs mois derrière nous qui ont permis aux indices actions en Europe, le Stoxx 600 par exemple, de reprendre 20% par rapport au point bas qu'on connaissait fin septembre. Est-ce que jusqu'à ces niveaux-là, le marché est orienté dans le bon sens ? Est-ce qu'on a de la substance qui est venue nourrir et rendre cohérent ce mouvement de marché qui a surpris beaucoup de monde à l'époque ? Le marché est monté pour des bonnes raisons, ça il faut le dire. On a eu la réouverture de la Chine. On a quand même des chiffres conjoncturels avec des indicateurs comme les PMI qui ont aussi rebondi. L'inflation, sauf les derniers chiffres, mais depuis quelques mois, donnait quand même des signes aussi de tassement. On a eu aussi des résultats qui sont plus ou moins bons, mais en tout cas, on n'a pas eu la catastrophe que certains pouvaient attendre. On a aussi passé l'hiver. Rappelez-vous les débats qu'on pouvait avoir en octobre, novembre sur est-ce qu'on va avoir des contraintes au niveau énergétique parce qu'on n'aura pas assez d'énergie. Donc on a réussi, on est quasiment en train de sortir de l'hiver. Enfin, un dernier point, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent aussi qu'avec la réouverture de la Chine, tout ce qui est problématique de chaîne d'approvisionnement, c'est en train de se résorber aussi. Donc tout ça, c'est que des bonnes nouvelles pour le marché action. Et donc, effectivement, on a un marché qui a surfé sur ces bonnes nouvelles. Après, on peut discuter de la vitesse à laquelle c'est allé. Mais en tout cas, toutes ces bonnes nouvelles étaient des raisons d'être plutôt acheteur et plutôt positionné sur le marché action fin d'année dernière ou début d'année. Et le marché les a déjà bien intégrés. Pourquoi est-ce que ça va aussi vite ? Parce que c'est la question que vous posez. Est-ce que ça ne va pas trop vite, trop fort ? Je crois que d'ailleurs, vous ne mettez pas de point d'interrogation, donc il y a déjà une forme de réponse. Mais pourquoi est-ce que ça va aussi vite ? Même les professionnels sont surpris de la vitesse du mouvement. Parce que, par exemple, sur l'inflation, on s'attendait vraiment à ce qu'on a une décélération sur des effets de base à partir de mars. On voit qu'on a déjà eu des chiffres qui ont commencé à donner des signaux de décélération dès fin 2022. Donc le marché a déjà anticipé ce scénario. Sur la Chine, pareil. Dès qu'il y a eu l'annonce de la réouverture, le marché s'est dit, ça y est, c'est parti, il va y avoir déjà la croissance va rebondir, tout va réouvrir, etc. Alors même qu'on voit qu'effectivement, il y a encore des indicateurs qui sont extrêmement faibles côté chinois. Donc le marché se projette très vite. Et pour donner un ordre de grandeur, nous on a atteint des niveaux qu'on attendait sur le T3. Donc le fin janvier, début février, après un mois, on a déjà atteint des niveaux qu'on aurait pu avoir pour le troisième trimestre 2023. Votre mesure, c'est le Stoxx 600, donc on est à plus de 450, 465, même pour le Stoxx 600. Aujourd'hui, c'est ce que vous prévoyez pour l'automne, quoi. Oui, et sur le CAC 40, on avait un chiffre autour de 7100. On est quoi ? On est 3% au-dessus aujourd'hui. Donc, effectivement, on voyait le marché rester dans un tunnel cette année, avec un point haut qui est actuellement le niveau des marchés. Donc, il y a effectivement... Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce mouvement-là, ça a été fait énormément sur les multiples de valorisation. Oui. Donc le marché s'est revalorisé. Oui. C'est pas que les croissances ont été revues à la hausse. Peut-être ça va venir, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment des jeux de multiples qui étaient extrêmement déprimés en juin, en septembre. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des niveaux plutôt proches de la moyenne historique. Pourquoi est-ce que vous résistez à l'idée de réévaluer vos objectifs à ce stade, Roland ? En plus, on sort quasiment de la période de publication de résultats, donc se pose la question de la valorisation des marchés après le re-rating. Quels enseignements on peut tirer justement des publications, des messages, des guidance ? Est-ce qu'il y a quand même l'idée que les anticipations bénéficiaires peuvent être réajustées à la hausse, ou est-ce que non ? On est déjà bien, on est déjà bien pricé de manière fair par rapport à ce qu'on peut attendre encore sur les prochains trimestres. Eh bien, nous, quand effectivement il y avait dans le marché un scénario assez déprimé sur la croissance, on avait un scénario où on allait éviter une récession ou avoir une récession vraiment très très faible. Et donc effectivement, par rapport à ce qui était pricé et par rapport à ce qu'on pouvait attendre, il y avait effectivement une opportunité pour nous d'achat. Que ce soit en juin ou en septembre dernier.
Aujourd'hui, on n'a pas réévalué notre objectif de croissance. On ne dit pas qu'on va retourner sur les niveaux de 2%, 3% de croissance. Donc on a du mal effectivement à avoir des arguments pour revoir fortement à la hausse la partie croissance bénéficiaire. Ouais. Alors après, il reste, est-ce que les multiples peuvent continuer à tirer le marché ? Bien écoutez, les multiples, il faut les comparer au taux. Et aujourd'hui, quand je fais ce petit exercice par rapport au taux allemand, vous l'avez dit, qui atteint encore des nouveaux plus hauts à 2,65, je me retrouve sur des niveaux de valorisation relatifs des marchés actions européens qu'on n'avait pas vu depuis 2010, 13 ans, qu'on n'avait pas vu le marché actions aussi cher par rapport au marché de taux. Donc, effectivement, si les taux venaient continuer à monter, parce qu'on a des bonnes nouvelles sur le plan conjoncturel, parce que la BCE, c'est aussi quand même, à moins les mains liées pour pouvoir agir maintenant pour combattre l'inflation. On a vu les chiffres quand même de ce matin, n'étaient pas non plus très rassurants pour la BCE. Eh ben, on pourrait voir effectivement les taux continuer à se tendre. Et je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, ça peut freiner, voire même commencer à contracter les multiples sur les marchés actions. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je reste à l'aise plutôt avec mon tunnel, avec un point haussier à 460. On s'est posé la question, est-ce qu'après ce rallye, on a envie de se renforcer ou de prendre un peu de profit, de voir, d'attendre, de temporiser? On est plutôt envie de prendre des profits sur les poches qui ont très très bien fait, de temporiser et éventuellement d'attendre un meilleur point d'entrée dans les prochains mois. Ça, c'est le raisonnement clinique, fondamental du stratégiste. Quand vous regardez le positionnement des investisseurs, et vous avez des outils qui permettent de regarder ça, évidemment, précisément chez Société Générale CIB, est-ce que cette logique de pain trade, est-ce qu'elle est encore en place aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut prévaloir encore? Parce que je crois que c'est ça qui surprend aussi beaucoup de monde. C'est l'idée qu'on est obligé de courir après le papier parce qu'on n'est pas assez exposé au marché européen. Et je le dis avec un peu d'enthousiasme, qui s'affiche comme le sweet spot boursier quand même des derniers mois. Et donc, ça met de la douleur et de la pression sur certains investisseurs. Alors, effectivement, dans nos chiffres, on a vu pour la première fois depuis fin 2022 et le début de la guerre, on a vu des entrées nettes sur les fonds actions européens, qu'on mesure sur les fonds mutuels, les ETF, etc. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a une réallocation en faveur de l'Europe après des mois et des mois de décollecte où, effectivement, les investisseurs internationaux, beaucoup basés aux États-Unis, en Asie, mais pas que. Il y a aussi des investisseurs basés en Europe qui étaient sortis du marché actions européen et préféraient, par exemple, les États-Unis parce qu'il y avait une meilleure visibilité, en particulier sur la partie énergétique. D'autres sont peut-être aussi repositionnés sur la Chine avec une opportunité. Mais là, on voit effectivement que depuis début 2023, l'Europe a effectivement vu des retours d'investissement, ce qui peut expliquer aussi la surperformance des actions européennes par rapport au marché américain. On sait aussi que les GAFA, qui sont très gros et très lourds dans les indices, ont un petit peu des problèmes en ce moment, ces valeurs de croissance. Donc ce qu'on voit effectivement aussi, c'est qu'à l'intérieur des marchés actions européens, les investisseurs vont venir chercher aussi des valeurs de croissance, des belles valeurs, qui ont des belles histoires. Par exemple des industriels, par exemple des valeurs du luxe. Et c'est celles-là qui ont aussi tiré le marché sur les dernières semaines. C'est intéressant parce que, alors, on verra, c'est l'histoire qui nous le dira, mais il y a quand même l'idée que la perception peut-être du statut boursier de l'Europe est en train d'évoluer, vous le dites. Alors l'Europe, c'était forcément value. Il y a toujours des composantes value importantes et j'imagine que c'est peut-être intéressant toujours d'ailleurs en ce moment, mais cette idée de croissance, elle est assez nouvelle. Quand on regarde la composition des indices au sein de l'Eurostoxx, on voit bien qu'on a beaucoup plus d'entreprises de croissance aujourd'hui, en tout cas qui affichent des croissances bénéficiaires parfois autour de 10%. Quand il y a 10 ans, c'était les banques, les Santander, etc., qui n'étaient pas franchement des véhicules de croissance spectaculaire et très enthousiasmant d'ailleurs pour les investisseurs. Les choses changent et je pense que la perception met du temps aussi à s'ajuster peut-être à ces changements. Oui, alors après, pour ce qui est intéressant, on parle évidemment quand on compare les valorisations du marché américain et européen, on a tendance à comparer deux bêtes très différentes par leur composition sectorielle. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez secteur par secteur, et là vous apercevez qu'il y a une décote aujourd'hui sur tous les secteurs en Europe par rapport au même secteur coté aux États-Unis. Donc il y a vraiment un effet effectivement, j'ai envie de dire,
européen ou américain, ça dépend comment on regarde, mais il y a vraiment un effet géographique sur les valorisations. Donc malgré effectivement le rebond qu'on a eu depuis le début de l'année et la surperformance d'actions européennes, quand on regarde, on continue à avoir une décote. Et même dans le marché, cette idée aussi importante pour ceux qui font du relatif et du positionnement géographique, oui, la décote est en train de continuer commence à baisser avec la surperformance européenne, mais elle est de 30% par rapport au marché américain. Pour vous donner un ordre de grandeur, 30%, c'est le point bas historique qu'on avait atteint durant la grande crise financière. Donc aujourd'hui encore, malgré la surperformance, on avait atteint une décote de 35% il y a quelques mois en septembre. Alors, on est en train cette décote rebaisse, mais on reste quand même très très attractif. De 35 à 30%, quoi. Voilà. Parce que c'est exactement le même discours que vous teniez le 30 septembre quand vous étiez venu nous voir à cette époque. Donc on a réduit un peu, mais ça reste quand même un écart de valorisation de 30% entre l'Europe et les États-Unis. Bon. Comment on aborde cette nouvelle phase de marché en se disant qu'il y a peut-être matière à être encore investi quand même sur les marchés actions européennes derrière les multiples des indices. Qu'est-ce qu'on peut dire des écarts peut-être sectoriels en matière de valorisation et est-ce qu'il faut avoir l'idée de rotation peut-être dans les portefeuilles qui ont bien fonctionné jusqu'à présent? Alors, le grand thème de 2022, c'était être défensif contre cyclique. Il fallait être défensif au début de l'année et puis la deuxième partie de l'année, il fallait avoir un positionnement pro-cyclique, ce qu'on l'était. Donc aujourd'hui, on prend un peu de profit sur notre positionnement, ce qu'il fallait avoir aussi au début d'année. Et on pense que dans les mois à venir, le débat va redevenir value contre croissance. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a l'aspect taux qui est en train de se mettre en place. Et puis, quand on regarde un petit peu dans le marché, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, voilà, le marché est légèrement en dessous de sa moyenne historique, c'est assez attractif, etc. Mais si vous regardez dans le détail, sur une trentaine de secteurs, vous avez les 3/4 de secteurs qui sont déjà à la moyenne, voire au-dessus. Ah, d'accord. Donc, si effectivement le marché semble si attractif, encore, européen, c'est parce que vous avez quelques secteurs qui se traitent avec une forte décote par rapport à leur historique. Donc, c'est les secteurs value, l'automobile, les financières, l'énergie, par exemple, qui aujourd'hui se traitent avec des multiples extrêmement faibles par rapport à leur moyenne historique. Donc c'est là où effectivement on va trouver de la valeur aujourd'hui et qu'on va essayer de positionner les portefeuilles. Bon, et la période de publication valide l'idée que dans ces secteurs-là, les entreprises de ces secteurs affichent des résultats qui peuvent justifier peut-être une revalorisation de ces secteurs value encore décotés, trop décotés peut-être, Roland ? Je pense que ce qui va être important pour ces secteurs-là, c'est au-delà des résultats 2022, ce que regarde le marché, c'est les guidance pour 2023. Parce que 2022, on avait déjà trois quarts des trimestres. Sur 2023, des questions vont se poser en particulier sur les marges, quand on pense par exemple à un secteur comme l'automobile qui a un niveau de marge très 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 important. Je mentionnais tout à l'heure en préambule que sur la chaîne d'approvisionnement, il y a des améliorations. Donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire tourner les usines à plein régime? Est-ce que la production va réussir à rattraper l'offre qui reste très importante sur les voitures électriques, mais pas que, donc sur la demande de voitures. Donc les questions vont se poser là. Sur un secteur comme l'énergie, évidemment, le prix du baril, qui est quand même relativement bas, qui a bien rebaissé. Donc avec la réouverture de la Chine, est-ce qu'on va avoir une demande beaucoup plus vigoureuse? Parce qu'il faut avoir en tête quand même que les Chinois vont reprendre leur voiture, aller travailler, puisqu'on a une réouverture assez importante, revoyager aussi. Donc tout ça va certainement aussi stimuler la demande de pétrole. Et donc, quid du prix, quid de la réponse sur la partie aussi offre, parce qu'on sait qu'elle est relativement limitée, en particulier par l'OPEC, etc. Donc, moi, je pense effectivement que les investisseurs se posent beaucoup de questions sur ce secteur-là, ce qui explique la prime de risque qu'on peut avoir, la décote qu'on peut avoir, et c'est cette décote-là qu'on a envie, nous, d'aller capturer. Ouais, je comprends. Donc, on est passé du match défensif cyclique à le traditionnel match value growth aujourd'hui, et donc c'est plutôt la partie value qu'il faut privilégier à ce stade. Merci beaucoup Roland, merci d'être venu nous parler des actions européennes avec des indices qui restent proches de leur sommet historique à ce stade, je le rappelle, avec des taux au plus haut, 2,65 sur le 10 ans allemand, plus de 3,10 sur le 10 ans français, et le CAC 40 qui se maintient à mi-séance sur le niveau des 7300 points. Roland Caloyan qui était avec nous en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.